Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au mercredi Casimir et Idriss de la revue des Grandes Unes de ce mercredi. Avant de rejoindre nos invités, on va d'abord en kiosque pour la revue de quelques informations parues ce matin. On démarre donc par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une Mincom propose Cabreux. Critiquant grossièrement l'émission Le Débat africain, le directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique au ministère de la Communication, Charles Tanganamanda, incite au nom du ministre de la Communication à la stigmatisation dans l'infoca de RFI, dont le crime serait sa proximité sociologique avec un acteur politique de l'opposition, Maurice Kamto du MRC, que le concerné ne nomme pas, peut-on lire dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression. Nord-Ouest, l'horreur continue en Garbou. L'enfant d'une mère Bororo a été décapité par des séparatistes alors que d'autres membres de cette communauté avaient déjà subi le même sort. Retour d'Air France, les mesures barrières d'étudier. La compagnie française va reprendre ses vols sur le Cameroun, mais la présidence de la République a durci les conditions. On se rappelle que le fameux vol du 17, le fameux vol du 17 mars de la compagnie Air France, que les Camerounais regardent aujourd'hui comme cette compagnie qui avait transporté le coronavirus au Cameroun. Le journal parle aussi de la prévention du coronavirus. Le Tchad démocratise les masques. Le gouvernement de ce pays a réussi l'exploit de subventionner la fabrication des masques grand public, lavables et réutilisables, vendus à 200 francs CFA contre 1300 francs au Cameroun. Voilà pour ce qui est donc de cette actualité. On parle aussi évidemment de la FECAFOOT avec l'arrêt des championnats qui consacre évidemment PWD de Bamenda, champion du Cameroun. Presque 60 ans qu'aucune équipe de la région du Nord-Ouest avait été sacrée champion du Cameroun, même si dans le Sud-Ouest, Tico United l'avait remporté. Voilà pour ce qui est donc de cette revue de presse sur le quotidien La Nouvelle Expression. On poursuit avec le quotidien Le Jour. CFA, on reparle de dévaluation. La BIA rassure sur le niveau de réserve de change des pays de la zone CEMAR, alors que des chiffres issus de la conjoncture actuelle n'incitent pas à l'optimisme. Port du masque, le préfet de Foundi lance la répression. Le préfet Jean-Claude Tilla qui a signé une série de mesures, parmi lesquelles le port obligatoire du masque pour lutter contre le coronavirus. Évidemment, tout contrevenant à ces mesures sera sévèrement sanctionné. On poursuit avec le quotidien Le Messager qui parle ici de Yomaban, le centre médical aux mains des hors-la-loi, actes d'agression et viol sur les femmes enceintes, braquage sur les infirmières et médecins, site de règlement de compte entre malfrats, l'infrastructure a des allures d'une véritable jungle sans aucune protection. Les malades sont régulièrement spoliés de leurs biens alors qu'il manque de l'argent pour assurer leurs soins. Reconstruction des zones de guerre, l'extrême nord, la grande oubliée, écrit le journal, face à la surmédiatisation du nord-ouest et du sud-ouest, cette région est abandonnée au diktat de la secte islamiste Boko Haram, dont on se rappelle même que le conflit du nord-ouest avait poussé de certains postes militaires à l'extrême nord, ce qui a encouragé une certaine recrudescence des attaques de Boko Haram. Le journal Repère parle de l'ambassade du Cameroun à Paris, une pétaudière. Après sa passe d'armes avec le percepteur, l'ambassadeur menacé sur le départ fait face à la défiance de l'ancien deuxième secrétaire de cette représentation diplomatique du Cameroun. Le quotidien L'économie met en sa une coronavirus. La SICAM justifie le prix de ses masques annoncé à 1300 francs CFA il y a quelques jours et controversé par la suite. Edouard Abada Eba, directeur général de la cotonnerie industrielle du Cameroun, s'est exprimé hier donnant les raisons de ce prix fixé à 1300 francs CFA. Pour sortir de cette revue de presse, on passe au quotidien Mutation. Thomas Inondamjoya Sambaka, désunion démocratique, comme le journal sait bien le faire avec ses titres. Depuis donc la mort du président de ce parti, Ndamjoya, ces deux personnalités se battent pour le contrôle de l'UDC après le décès de Ndamjoya, alors qu'évidemment la tête du parti devait revenir au vice-président Cyril Sambaka. Une réunion s'est tenue donc à Fumban où c'est plutôt
la veuve du feu président Damjoya qui a été portée à la tête du parti en attendant, évidemment, la convention de 2021. Le journal Émergence met en une déconfinement. Paul Biya rouvre l'espace aérien camerounais. On s'achemine vers une réouverture de toutes les frontières, écrit le journal. De même que le journal parle de la région du Nord-Ouest qui enregistre déjà de nombreux cas de coronavirus. Voilà pour ce qui est donc du journal Émergence. Cameroun Tribune, lutte contre le coronavirus, les maires en première ligne. Le journal indique qu'au contact des populations, les maires se battent comme ils peuvent pour sensibiliser, apporter tout le soutien aux populations. Le journal L'Œil du Sahel, éducation de base, déficit de 11 700 enseignants dans le nord et l'extrême nord. Le journal avec cette une indique une bonne image qui rappelle la vieille époque de l'école sous l'arbre. Donc dans la région de l'extrême nord et le nord, l'école sous l'arbre survit tant bien que mal. Mayo Sava, 3 personnes tuées par Boko Haram à Makulaye. Et puis le journal Ouest Echo met en sa une les dessous de la remontada. Remontada, c'est évidemment cette expression qui signifie de revenir au score et remporter la partie, parlant ainsi des élections qui sont tenues à la mairie de Pété Banjoun, où la fille de défunt maire Foto Victor, Nikilor Maptue Foto, est arrivée à donc remporter haut la main cette élection en devenant 40 voix sur 40. Et puis le journal Forum Libre qui parle de gestion des corps liés au Covid-19. Voici les propositions des médecins légistes du Cameroun après la tentative d'exhumation d'un corps au Covid-19 hier 12 mai au cimetière de Newbel et face aux plaintes des familles qui acceptent difficilement le fait d'huminer leurs parents hors de leur village d'origine et sans respecter leurs us et coutumes. La Société camerounaise de médecine légale donne des pistes de solutions au gouvernement pour tenter de mieux gérer cette situation. Voilà ce qu'on peut retenir de la revue de presse ce matin. Place à présent avec nos invités du mercredi, on va dire nos consultants du mercredi, Casimir et Idriss. Casimir et Tania, bonjour et bienvenue à la revue de Grande Une. J'ai envie de dire quelle actualité qui vous a marqué, même si que vous étiez pour que le maire, le défunt maire Foto Victor reste à perpétuité le maire de Banjoun. Un photo est parti, une autre photo est arrivée. Bonjour Jean-Paul, bonjour Idriss, bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue au mercredi de Casimir et Idriss. Justement, ce n'est pas une actualité qui m'a marqué, mais c'est un sentiment. De joie, surtout, mais surtout de devoir accompli. Vous savez que lorsque vous êtes journaliste, vous avez le devoir. Et vous y étiez. Je me réjouis d'avoir été présent. Je me réjouis d'avoir couvert cet événement-là. D'abord en tant que journaliste, couvrir l'élection du nouveau maire à Banjoun, mais aussi et surtout en tant que fils de ce grand village qu'est Banjoun. Je crois que maintenant, il nous reste à rendre compte, c'est-à-dire le jeune enquêteur se proposera de faire une édition spéciale qui va donner les dessous de tout ce qui s'est passé. Donc, Casimir, vous êtes, hormis votre casquette de journaliste, en tant que fils, vous avez joué quel rôle? Je ne pouvais jouer aucun rôle parce que c'est les 40 acteurs qui avaient un rôle à jouer. Vous n'avez même pas cherché à négocier? Vous n'avez même pas essayé de convaincre quelques acteurs? Si vous avez lu le jeune enquêteur qui avait parlé de ça, vous aurez compris de quel côté pesait la boussole. Idriss Lissom, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Oui, bonjour. Comme nous, le quotidien de l'économie se porte bien, malgré l'impact du coronavirus sur le monde de la presse. Non, les journaux se portent très mal. Hein. Bonjour Jean-Paul, bonjour à Casimir, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous savez, s'il y a un secteur qui est très touché, vous savez, c'est le secteur de la presse. Et comme nous, on est là pour faire le job, informer sur les autres, et très souvent, nous oublions nous-mêmes que nous sommes sinistrés. Donc, déjà avant, c'est un peu le pompier qui a les équipements, qui passe secourir les autres et n'arrive pas à se prendre en charge lui-même. Voilà, en fait, nous sommes dans cette situation-là pour dire que, comme tous les autres secteurs, le secteur de la presse était sinistré. Déjà avant
la Covid-19, mais aujourd'hui encore, c'est plus grave que jamais. Tout simplement, je fais une caricature. Regardez, la presse vit de quoi? Elle vit de la publicité. Alors, et les budgets de publicité aujourd'hui, Jean-Paul, sont pratiquement même ceux de la presse écrite. Si on prend la presse écrite, ils sont devenus les derniers des budgets. Et voilà qu'avec la Covid, même les budgets de publicité, que ce soit de tous les médias, ont systématiquement diminué parce que comment les entreprises vont communiquer là où les gens doivent sauver la vie. Donc vous voyez que ça fait que tout est parti dans la responsabilité sociale. Aujourd'hui, les entreprises font des dons et tout ça. C'est les budgets de communication qui sont face à l'urgence de l'heure. Face à l'urgence de l'heure. Et ça fait que les entreprises de presse ne peuvent que subir cela. Donc, nous vivons une crise, une double crise au niveau de la presse. Mais, Dieu merci, on est début, on va continuer à faire notre boulot. Casimir Désiré Tagna, cette une du quotidien La Nouvelle Expression, propose Cabreux, qui vient du MINCOM, critiquant grossièrement l'émission Le Débat africain. Vous voyez de quoi je parle. Charles Tangamanda, qui est directeur au ministère, a parlé de la proximité sociologique d'Alain Foka avec un acteur politique de l'opposition. Vous, en tout cas, je ne vous pose pas de questions. Comment vous avez suivi cette actualité? Il faut dire que ce que le directeur de l'Observatoire des médias vient de faire est assez curieux. Et déjà parce qu'il ne faut pas... Qu'il faut le rappeler, avait dit qu'Equinos faisait du parajournalisme. Voilà que ces frasques sont en train de le rattraper lui-même. Parce que sa sortie auprès de RFI est en train d'être décriée dans tout le monde entier. Il ne faut pas se croire plus royaliste que le roi. Il faut toujours se rappeler, Jean-Paul, de l'histoire de cette grenouille qui voulait se croire aussi grosse qu'un bœuf. Charles Tangamanda n'a absolument aucune raison de donner des leçons à RFI parce que au cours d'une émission, Alain Foka a tendu son micro à Calibro et autres et que celui-ci a fait des révélations parce qu'il faut bien retenir que qu'on le veuille ou pas, Calibro est entré dans la légende depuis sa fameuse incursion au sommet de l'agriculture où il avait posé les problèmes camerounais au chef d'État Emmanuel Macron. Alors, si un journal sérieux, si une radio sérieuse aujourd'hui se permet de tendre le micro à Calibro, ça veut dire qu'elle a pris toutes les dispositions. Je crois que ça devrait plutôt être un exploit. Malheureusement, Charles Tangamanda croit savoir que si on a tendu le micro à Calibro, c'est parce qu'il est proche d'un parti, c'est parce qu'il est proche du MRC et qu'Alain Foka lui-même est proche du MRC. Et je voudrais lui rappeler qu'Alain Foka est beaucoup plus sawa. Ceux qui ne le connaissent pas, les gens croient que c'est un Bafoussam pur et dur. Alain Foka parle une seule langue. Les gens ne le savent pas. Il parle le Douala. Parce qu'il a il est plus proche des Daïdo, étant d'ailleurs né là-bas. Et je vais vous rappeler également qu'Alain Foka, dernièrement, est allé faire une œuvre sociale de bienfaisance du côté de Gouache, où il a réuni ses amis pour reconstruire Gouache. Malheureusement, ce sont les autorités de l'Ouest qui ont rejeté cela par le revers de la main, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, il est taxé d'être parce qu'il est bamiliqué, parce que je crois que c'est très grossier. Heureusement que lorsqu'on a affaire aux organes de presse sérieux comme RFI, la réponse du berger à la bergère avec cette sortie ne cesse de tarder. Cette sortie de Christophe Boisbouvier. Christophe Boisbouvier a tout simplement rappelé que lorsqu'on a suivi une émission et qu'on n'est pas content, on peut faire prévaloir son droit de réponse et qu'il propose au ministre camerounais et pas à Charles Tangamanda. Parce que Charles Tangamanda n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. La personne qui peut être intéressante pour RFI, c'est bien le ministre de la Communication. Alors, Christophe Boisbouvier propose au ministre de la Communication de faire une sortie cette semaine qui doit être enregistrée et publiée à la même heure à l'émission de dimanche prochain, puisqu'il s'agissait d'une émission de dimanche. Donc, c'est aussi clair. La démarche professionnelle. C'est aussi clair comme l'eau de roche, c'est une démarche professionnelle. Et je crois que notre très cher Charles Tangamanda aura appris à ses dépens. Idriss, oui, moi comment vous appréciez cette actualité-là? J'apprécie cette actualité en vous disant tout simplement, Jean-Paul et à Casimir, que tout cela, c'est de la distraction.
Vraiment, je vous assure que c'est de la distraction totale et vraiment... Vous savez, Jean-Paul, le plus important aujourd'hui, c'est ces Camerounais qui veulent avoir le cache-nez et qui n'en ont pas. Le plus important aujourd'hui, c'est ces Camerounais qui veulent enterrer leurs morts et qui bagarrent autour des Maccabées. Et c'est comme si personne, ça ne gênait personne. Le plus important aujourd'hui, Jean-Paul, c'est nous autres qui subissons sur le plan économique avec tout ce que c'est là. Et le plus important aujourd'hui, Jean-Paul, c'est le fait que demain, qu'en sera-t-il? Serons-nous un pays debout avec la Covid? Parce que tel que cela se présente, nous sommes partis pour désormais vivre avec ce virus pendant beaucoup de temps. Et la vie doit continuer. Et si nous qui ne prenons pas conscience du fait qu'on doit se protéger, on passe du temps dans les débats, tel est proche, le virus tel a je vous dis que tout cela, c'est de la diversion. Moi, c'est de la diversion absolue et totale. Qu'est-ce qui cache le fait qu'on nous amène vers cette diversion? Peut-être que les jours qui viennent, vous comprenez pourquoi. Alors, Idriss, vous gardez la parole. Vous avez évoqué un aspect très important concernant, évidemment, ces sorties du MICOM. L'horreur continue en Garbou, écrit le quotidien La Nouvelle Expression. Une femme, une mère, Bororo, a été décapitée ainsi que son enfant par des séparatistes. Idriss, c'est l'occasion aussi de le dire. On a souvent accusé Equinox de ne jamais condamner les exactions commises par les séparatistes. Est-ce que dans ce schéma-là, avec ce qui s'est passé en Garbou, on a vu des citoyens, des civils associés à une opération militaire? Est-ce que les représailles de ça ne risquent, au gré de la rancune, ne risquent pas de s'amplifier plus que ce qu'on est en train de voir? Surtout que le chef de communauté a été tué il y a quelques jours. Non, vous savez, c'est pour cela que moi je dis, il ne faut pas toujours s'attarder sur les faucons. Vous savez que nous sommes dans un environnement où il y a tellement de faucons. C'est comme si vous êtes dans deux familles qui s'affrontent. Dans ces familles, il y a ceux qui pensent qu'il faut dialoguer, il faut s'asseoir sur la table et s'entendre, il faut la diplomatie et que coutumière avec tout ce que cela comporte. Et vous verrez dans un camp de chaque famille, il y a ce qu'on appelle les faucons, les extrémistes, qui vous disent non, on n'est même pas prêt à venir assister à votre mascarade là, il faut qu'on réponde aux armes par les armes. Donc pour dire que dans le cadre de l'appréciation, d'accuser que tel média est ceci ou tel autre, tout cela aussi, Jean-Paul, entre dans la diversion. Mais maintenant, voilà l'horreur qui continue. L'horreur ne peut continuer qu'à Garbou parce que depuis la première scène d'horreur qui a été médiatisée, il faut dire que c'était pas la première. Peut-être la première qui a été médiatisée avec tout ce que cela comporte. Parce que dans ce village, il y a toujours des problèmes communautaires entre les Bororo et... qui sont essentiellement des éleveurs, voilà, et les autres qui sont des agriculteurs. Donc, pour dire que ça ne fait que continuer. Ça, dit que ça ne peut que perdurer. Et ce n'est pas propre au Cameroun, on a vu ça au Nigeria. Voilà. Ça ne peut que perdurer avec tout ce que cela comporte. Donc, en fait, pour dire que le travail à faire à Garbou est un travail méticuleux, est un travail social, de sociologie forte. Et surtout, il faut une grande diplomatie coutumière pour pouvoir permettre à ce que les communautés qui sont voisines, qui doivent vivre ensemble, puissent déjà s'accepter et vivre ensemble. Ça, c'est d'un. Mais peut-on passer à la diplomatie coutumière, Jean-Paul, face à une situation où il y a cette menace de sécessionnistes qui, vous savez, qui profitent aussi de cette situation? Parce que, et entre-temps, on a le gouvernement qui est là, qui est censé venir mettre de l'ordre et gérer l'ordre, gérer la situation, calmer le jeu avec les communautés, gérer les attaques des sécessionnistes qui profitent de cette division. Ça crée un cafouillage incroyable. Bon, mais il faut déjà relever que les différentes organisations des droits de l'homme ont pris. Tout le monde est outré, tout le monde est véritablement scandalisé et même choqué par ce type d'horreur qui continue du côté de Garbou. Donc moi je pense qu'on ne peut que dénoncer avec la dernière énergie ce type d'attitude où l'humanité a cédé le pas à véritablement... C'est-à-dire que c'est comme si on a aujourd'hui un type de Camerounais qui ont perdu le sens, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à avoir au-delà de l'empathie, même le sens de la vie. Parce que la vie est quelque chose de très important, Jean-Paul, pour qu'on ne puisse pas l'ôter de cette manière aux autres citoyens. Donc je pense qu'il faut dénoncer et face à cette horreur, il faut absolument prendre des mesures, d'un, de diplomatie coutumière, deux, de sécurité pour pouvoir sauvegarder Garbou.
Casimir Désiré Tagne, est-ce que ce qu'il dit là, c'est possible dans un contexte d'insécurité comme ce que vit le Nord-Ouest? Dans tous les cas, il faut condamner avec la dernière énergie ce qui est en train de se passer en Gbagbo. Et que ce soit du bis repetita de ce qu'on avait déjà vécu le 14 février, jour de la fête des amoureux. Souvenez-vous, c'est ce jour-là qu'on a massacré les enfants, les femmes enceintes et les jeunes du côté de Gbagbo. Mais rappelez-vous, Jean-Paul, 2 mois après l'horreur de Gbagbo, on a pondu un communiqué pour établir, dans lequel on établit quelques responsabilités avec quelques soldats qui sont inculpés. Mais on nous dit également dans ce communiqué, et je voudrais préciser, entre parenthèses, qu'en dehors de ce communiqué, le rapport de Gbagbo n'a jamais été rendu public. Il faudrait même déjà qu'on sache exactement qu'est-ce qui est dans ce rapport-là. En dehors du communiqué, on a eu un simple communiqué. Mais, au-delà du simple communiqué, il va falloir établir suffisamment les responsabilités. Il faut aller au plus vite. Pourquoi est-ce que depuis le 14 avril ou le 15 avril que le communiqué est sorti? Le 21 avril. Le 21 avril. Pourquoi jusqu'aujourd'hui rien n'est fait par rapport à tout ce qui avait été décidé? Et tout laisse croire qu'il y a des règlements de compte qui se font d'un côté comme de l'autre. Parce qu'il nous a été précisé que les 10 civils qui sont impliqués et qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas encore arrêtés seraient également des borobros. Alors, qu'on vienne aujourd'hui assassiner... C'est une sorte de vendetta. Qu'on vienne aujourd'hui assassiner une mère et son enfant, les décapiter, de la même manière qu'on avait décapité une jeune gardienne de la paix. Vraiment, c'est l'horreur au superlatif. Et il faut condamner cela au plus, avec la dernière énergie. Mais dire que si le gouvernement avait été allé rapidement, vite en besogne, après la publication de son communiqué, avait fait tout ce qui était prévu, c'est-à-dire déterrer, exhumer les morts, leur faire des sépulcres dignes de cela, condamner, arrêter les 10 civils. Peut-être que ça aurait calmé. Peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Alors, nous appelons le gouvernement à prendre ses responsabilités pour qu'on ne vive plus ce qu'on vient de vivre à Gbagbo, parce que tout laisse croire qu'en dehors de cette femme-là, ce n'est pas évident que ce sera la première ou la dernière des décapitations. Idriss, on reste on entre sur le coronavirus. Il y a un débat qui fait cours depuis quelques jours au Cameroun. La cotonnière industrielle du Cameroun, la SICAM, qui a fabriqué des masques vendus à 1300 francs CFA. On sait très bien que ça va être très compliqué pour les Camerounais de les acheter. Tout à côté, le Tchad, qui a démocratisé le port des masques, subventionné la fabrication des masques grand public, lavables, réutilisables, vendus à 200 francs CFA. Est-ce que le Tchad ne nous parle pas finalement? Oui, bon, le Tchad peut nous parler, mais il faut dire, Jean-Paul, nous sommes dans un environnement où nous avons perdu le sens de l'importance des choses. Alors, une entreprise comme la cotonnière industrielle du Cameroun, la SICAM, vous voyez très bien comment le directeur général était obligé de sortir pour expliquer sur le plan économique, vous connaissez la notion de prix dans le marketing, avec tout ce que cela comporte. Qu'est-ce qui les a poussés à vendre ces masques à 1300 francs et qui doivent être lavés maximum 15 fois, et avec tous les paramètres économiques, avec le temps qui est mis, avec 86 francs l'heure, et il faut mettre que c'est 12 heures, et tous ces paramètres restitués avec tout ce que cela comporte. Vraiment, moi je dis, la cotonnière industrielle du Cameroun peut mettre... Vous vous souvenez ici, Jean-Paul, nous sommes dans la lutte contre le VIH-Sida. Tout à fait. Je prends cet exemple. Il y a des gens ici, Casimir des États, qui n'ont jamais acheté un préservatif. Qui ont souvent, peut-être dans leurs entreprises, d'autres entreprises font que dans les toilettes, on met le paquet de préservatifs, on met un carton, vous venez le soir, il n'y a plus rien. Les gens ont pris le carton. On a mis les mécanismes pour que les gens puissent utiliser les préservatifs. Jean-Paul Chougnac, d'autres achètent des préservatifs à 100 francs. D'autres achètent des préservatifs à 10 francs. Dans les hôpitaux et tout ça. Mais vous pensez que le préservatif coûte 100 francs? Que le préservatif coûte... ou bien ceux qui prennent gratuitement, parce qu'on vous donne gratuit, ça veut dire que ça n'a pas une valeur. Mais je vous rappelle que le préservatif coûterait dans les 900 à 1000 francs. Mais en fait, il y a des gens qui payent pour cela, pour que les gens l'aient gratuitement ou bien qu'ils l'aient à vil prix, pour que ce soit accessible. En fait, nous sommes dans une dimension où on est face à une pandémie. Et la maladie à coronavirus arrive, la SICAM dit c'est 1300 francs, mais nous avons
les communes, on a dit qu'on a confié aux communes. Nous avons les hommes politiques qui sont très motivés à montrer qu'ils se soucient de notre santé. Nous avons les opérateurs économiques, les entreprises qui font ces dons. Mais qu'ils aient payé à la cotonnière ces milliers de masques et qui viennent nous distribuer. Parce qu'on est conscient qu'à 1300, personne ne peut. Et je vous rappelle même que, même à ceux même qu'on donne même les faux masques, que Jean-Paul Chouinat gratuitement leur donne, ils prennent, parce que les Camerounais aiment toujours quand on donne, ils prennent, après ils mettent dans la poche, et ils ne mettent pas ces masques, et vous les voyez marcher, et tout, je vous dis, ça dit que c'est... Mais pour créer le débat, c'est la douche municipale. Pour créer le débat, vous allez les trouver dans tous les carrefours, dans tous les quartiers de la maison, 1300, vraiment c'est la frappe, c'est bon, c'est des amis, donnez-lui ce masque. Donnez-lui, il va le prendre et il ne va pas le porter. Et après, il va le prendre et vous dire, nous avons un problème sérieux. Donc moi, je pense que la cotonnière explique que ces masques doivent coûter 1300. Tous ceux-là qui sont dans la riposte, on a vu le gouvernement a eu 150 milliards du Fonds monétaire international. Mais vraiment, que il faut subventionne, c'est là, mais c'est là, ne pas créer un débat où on doit passer le temps, l'énergie. Moi, je vous dis, on oublie toujours l'essentiel chez nous. L'essentiel est toujours oublié pour qu'on s'attarde sur des détails. Et ceux-là même qui se plaignent le plus, je vous dis, Jean-Paul, donnez-les sans masque, ils ne vont même pas porter. Ils ne vont même pas porter de Casimir Désiré Tani. Je crois que c'est la leçon du Tchad au Cameroun, tout simplement. Le Tchad nous sert de leçon. Et c'est tous des petits pays comme le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale, qui viennent donner des leçons au Cameroun. Petit par rapport au Cameroun alors. Oui, petit par rapport au Cameroun, petit par rapport à leur taille dans l'Afrique centrale, petit par rapport au nombre de populations, petit par rapport à tout ce que le Cameroun est. Nous savons bien que le Cameroun, c'est la vitrine de l'Afrique centrale. Mais c'est des pays comme le Tchad qui viennent nous donner aujourd'hui des leçons de Covid-19. Un masque à 200 francs au Tchad. Pourquoi pas au Cameroun? Lavable et réutilisable. Lavable et réutilisable. Tout simplement parce que le gouvernement tchadien a subventionné la fabrication des masques. Est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ce que le Tchad a fait n'est pas possible? Donc pour vous, c'est une question de volonté. Moi, je crois que c'est une question de volonté. Le Cameroun pouvait, surtout l'État du Cameroun est actionnaire de SICAM. Donc, facilement pouvait subventionner la fabrication des masques au niveau de SICAM. Parce qu'il faut que SICAM reste dans ses coûts de production distribués à 100 et de francs, rentabilité. à 100 francs au plus pour permettre à tout le monde de l'avoir. Et c'est très facile, c'est faisable. C'est pas un miracle. Donc nous disons chapeau au Tchad, mais surtout que ça serve de leçon au Cameroun. Idriss, on court après le temps. Parlons de cette actualité à l'Union démocratique du Cameroun, avec ce titre de mutation qui indique que la désunion démocratique, depuis la disparition du président fondateur de ce parti politique, Ndam Djoya, logiquement, le vice-président Siri Sambaka devait prendre la tête du parti, mais d'après ce qu'on observe lors d'une réunion tenue à Foumbane, c'est évidemment la veuve du défunt président qui a été portée à la des émules au sein de ce parti politique. Vous, comment vous appréciez cette façon de faire? Oui, déjà, il faut dire que c'est formidable, la une de mutation qui parle de désunion. On est dans l'union démocratique et on est face maintenant à une désunion démocratique. Bon, peut-être ou dictatoriale, je ne sais pas, ou démocratique. Donc, non, il faut dire qu'en fait, M. Samba Kasséré, le vice-président de l'UDC, selon les textes, en temps normal, le président est décédé, il devait logiquement assurer l'intérim jusqu'à la convention prévue en 2021. Donc ça, on est dans la logique. Maintenant, lorsqu'on lit l'article de mutation, on constate quand même qu'il y a eu une réunion au bon. M. Sambaka, ça n'a pas avoir été. Donc cette question n'était pas prévue à l'ordre du jour. Voilà. Et il se trouve aujourd'hui que c'est Madame le député, honorable député, qui va gérer la transition. Et en gérant cette transition, Jean-Paul, on constate tout simplement que en gérant cette transition, il y a un élément qui est relevé qui dit que cette personne qui joue la transition ne pourra pas être candidat à la convention pour pouvoir diriger le parti. Bon, est-ce une manière d'amener M. Sambaka à prendre le parti en 2021? Point d'interrogation. Ça, c'est une autre lecture. C'est une autre lecture. Est-ce une manière de l'écarter? De l'écarter aussi, c'est une autre lecture. Et même, on pense quand même que dans la logique
de la volonté de l'UDC de montrer qu'ils sont un parti national, pas un parti essentiellement départemental, avec tout ce que cela comporte. Est-ce que c'est aussi un choix de ramener maintenant l'UDC sans son fondateur à ce parti départemental? Nous attendons, on est observateur et on scrute et on se dit quel intérêt l'UDC aura à rester tout simplement dans le Noun. Bon, c'est vrai, c'est là-bas où ils ont des élus, ils ont des communes, ils ont des députés, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que comme Ndamdje Aimon, l'expansion de l'UDC va aussi mourir et rester tout simplement dans ce département? Ce sont des questions qu'on se pose et qu'il va falloir. Bon, moi, j'apprécie l'attitude de Cyril Sambaka qui est, en fait, quand on lit... Il a dit qu'il posera le problème à la convention de 2021. Voilà, de 2021, avec tout ce que cela comporte. Et comme on le connaît, de très pondéré et respectueux, surtout, vous savez que l'UDC, c'est un parti qui est axé sur l'éthique. C'est-à-dire que la cause éthique, et ça fait que, étant véritablement ancré en lui, je pense que d'ici là, les chemins politiques vont permettre de peut-être d'assainir et de remettre tout le monde sur la même voie. La désunion risque de se casser pour sortir sur une question qui vous intéresse. Comment s'est déroulée l'élection à la mairie de Banjoun? Beaucoup d'eau a coulé sous l'élection du maire. Révélez-nous les secrets. Vous avez vu la une du journal Ouest Eco qui a parlé de la remontada. Parce que jusqu'à quelques jours, personne ne vendait cher la peau de la fille de Photo Victor, Niki Love Mapche Photo. Personne. Avec les anciens poulains du père qui se sont retournés contre elle, oui, pour de vrai ou bien pour de faux. Oui, c'est pour cela que je dis personne ne vendait cher sa peau. Et quelques jours avant, elle a fait un don de 50 millions de francs CFA dans les hôpitaux qui a été complètement... Dans le cadre de la lutte contre Covid-19, ce don a été... cette cérémonie a été pratiquement boycottée par presque toutes les autorités. Mais à la dernière minute, il faut féliciter la présence du chargé de mission du RDPC, le ministre Edouard Akamem Foumou, qui est venu à Banjoun rappeler à mes frères banjounais qu'on ne peut pas rejeter l'héritage de Photo Victor tout de go. On ne peut pas en un jour méconnaître tout ce que Photo Victor a fait pour les Banjoun, même si c'est sa pour fille, le Cameroun, pour le département, même si c'est sa fille qui est là. Je crois que l'élection de Niki Love Mapche Photo résout beaucoup de problèmes à Banjoun. D'ailleurs, il est secondé par un jeune David Kenyé, un jeune homme aux dents très longues, qui est forestier, qui est entrepreneur, qui est opérateur économique de renom et qui a beaucoup œuvré dans l'œuvre sociale à Banjoun. Je crois que le duo, ou alors le tandem, fera le bon travail. Niki Love Mapche Kenyé David avec les autres adjoints, fera de Banjoun, ne va pas faire qu'on oublie rapidement Banjoun et qu'on jette Banjoun dans les oubliettes dans les jours à venir. Et nous leur disons tout simplement du courage. C'est vrai qu'on va juger le maçon au pied du mur. Alors, Madame le maire, vous êtes à l'œuvre et le public vous regarde, les Banjounais vous regardent. Serez-vous à la hauteur de l'œuvre qu'a fait votre père? En tout cas, l'avenir nous le dira. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Le gendarme de l'antenne est déjà là. Rendez-vous demain pour une autre édition. Carlos Minoué.